Alors, bonjour, bonjour. Il y a des gens qui continuent de rentrer. On va attendre quelques minutes. Oui, bonjour tout le monde. Alors, on attend quelques secondes avant de débuter. Super, ben on peut se lancer, puis les autres personnes qui sont inscrites nous rejoindront plus tard. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui fait partie de la série de webinaires qui s'appelle Se préparer collectivement aux catastrophes. Donc, cette série a lieu depuis le mois de juin et c'était vraiment dans l'optique de renforcer la résilience des individus et des communautés face aux possibles catastrophes qui pourraient arriver durant l'été. Donc, on a fait beaucoup de webinaires, par exemple, sur la préparation aux chaleurs accablantes, la préparation aux feux de forêt. Et pour le mois de septembre, on est beaucoup plus dans la préparation générale. Donc, c'est d'ailleurs le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour la programmation complète, vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous pouvez soit scanner le QR code, le code QR, pardon, que vous voyez à l'écran, ou vous allez recevoir un lien dans le chat. Donc, vous pouvez aller aussi vous informer, voir un peu toute l'offre de webinaire pour le mois de septembre. Donc, voilà. Mais avant de vous présenter, de vous introduire à votre animateur, j'aimerais juste aller vous présenter un peu le fonctionnement de la session d'aujourd'hui. Donc, les webinaires sont enregistrés, puis sont envoyés à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire après la session d'aujourd'hui. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long du webinaire de les poser dans le chat. Souvent, nos animateurs peuvent justement voir vos questions et y répondre au fur et à mesure. Ou vous pouvez attendre, il y a une séance de questions à la toute fin. Donc, mais n'hésitez pas, c'est vraiment notre façon d'interagir et de communiquer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos commentaires dans le chat. Sinon, vous voyez dans la barre d'outils de Zoom, il y a une icône CC. Donc, si jamais vous voulez avoir accès à des sous-titres en français ou en anglais, donc vous pouvez cliquer sur cette icône-là et vous pourrez avoir accès à des sous-titres. Aussi, hyper important, à la fin de la session, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et c'est vraiment juste un petit questionnaire de rétroaction, trois, quatre questions sur comment vous avez ben, votre niveau de satisfaction face au webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est super important pour nous de comprendre un peu c'est ça, vos commentaires, de recueillir vos commentaires, pardon, et afin de s'assurer de la pertinence de ce qu'on fait. Puis, donc, la présentation PowerPoint aussi sera disponible sur notre site web et on va parler tout au long de la présentation d'aujourd'hui de ressources. On va en partager dans le chat, dans le clavardage, mais la plupart de ces ressources-là se retrouvent sur notre site web et ça sera aussi partagé sur la page web dédiée à la série de webinaires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et aller trouver justement les outils qui vous intéressent. Puis, si vous avez des questions sur la série de webinaires, sur justement Soyez prêts, préparation d'urgence, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse rrr@commercialcroixrouge.ca. Nous écrire vos questions, vos commentaires, etc. Voilà, je pense que c'est à peu près ça pour le fonctionnement. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter votre animateur pour aujourd'hui, Benoît Tremblay-Cormier. Bonjour Benoît et bon webinaire à tous et toutes. Merci beaucoup, Laurence. Donc, toujours un plaisir d'être avec vous. Si on s'est déjà vu dans d'autres présentations, on mentionnait qu'il y avait beaucoup de ces présentations-là qui sont sur des sujets plus particuliers, ceux qui ont eu lieu, des présentations qui ont eu lieu plus tôt cet été. Et là, on est en mode, donc, présentation générale sur la préparation, comme Laurence vient de le dire. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Donc, je suis effectivement votre facilitateur, votre animateur pour aujourd'hui, Benoît Tremblay-Cormier. Je suis un bénévole de la Croix-Rouge. Donc, ça paraît, c'est marqué. Donc, effectivement, je suis un bénévole de la Croix-Rouge. Il y a des gens qui sont avec nous qui sont des employés. Et moi, comme bénévole, je suis sur le terrain quand il y a justement des situations d'urgence. Euh,
dans l'équipe d'intervention d'urgence un petit peu plus grosse, donc les interventions dont vous entendez parler, par exemple dans les médias quand il y a un feu, quand il y a une inondation et tout ça. Je fais partie donc de cette équipe-là. Mais une des choses que je fais beaucoup, c'est exactement comme ce que je fais avec vous aujourd'hui, qui est de l'animation de la facilitation de formation. Donc, former des bénévoles, former des gens comme vous, monsieur, madame, tout le monde, pour mieux se préparer. Il y en a certaines qui sont plus orientées vers la chaleur, comme Laurence en a parlé tout à l'heure, ou encore les feux, ou encore une particularité, par exemple, une population, les aînés, ou encore les nouveaux arrivants. Donc, on a plusieurs formations et c'est ce que moi je fais et ce que j'aime beaucoup faire, donc ce que je fais avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne les choses sur lesquelles nous, on va travailler, effectivement, on va regarder ensemble donc plusieurs choses. Avant de commencer tout ça, c'est toujours important à la Croix-Rouge canadienne de souligner donc où est-ce que l'on est. On travaille beaucoup au niveau de la reconnaissance territoriale. On travaille beaucoup avec des gens qui sont partout au Canada et on est soit dans certains cas dans des territoires qui sont traditionnels et qui ont depuis des millénaires été habités ou encore des territoires qui font partie d'entente ou encore, comme c'est mon cas présentement, des territoires qui sont non cédés, donc par les communautés autochtones qui étaient là avant notre arrivée. Et dans mon cas, c'est la communauté Anishinaabe, donc algonquienne. Je suis en Outaouais et puis donc je vous contacte ou je me branche de ce coin-là du pays. Pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup d'informations sur le site que vous voyez présentement à l'écran, nativeland.ca, ou Terre de Calaïeux, donc c'est le sous-titre. Et c'est intéressant de voir quelles étaient les populations qui étaient dans votre territoire. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire de votre côté. Et puis, ben, justement, on pourrait le faire dans la conversation si jamais il y a des choses que vous voyez ou des choses que vous savez à propos de la population qui était présente avant vous. Donc, vous pouvez le mettre dans le chat et puis nous dire de quelle région vous êtes. Donc, effectivement, par exemple, sur les terres Kanien'keya, donc, dans le coin de Montréal, est-ce que vous êtes dans d'autres régions? Donc, vous pouvez le mettre dans la conversation. Merci. Donc, d'où est-ce que vous nous contactez? Donc, poursuivez là-dessus, c'est super. En ce qui concerne le plan de notre heure ensemble. C'est sûr qu'on va parler de préparation individuelle. C'est sûr qu'on pourrait penser à la préparation, puis vous voyez une image de quelqu'un qui est en train de se préparer, puis c'est peut-être une façon pour nous aussi de voir c'est quoi la préparation, puis à quoi on pense quand on pense préparation. Et puis quelque chose, encore une fois, que vous pourrez faire dans la conversation, ce serait peut-être de nommer un objet que vous aimeriez avoir en cas d'urgence, quelque chose qui serait important selon vous en situation d'urgence. Donc, par exemple, c'est sûr que oui, un canif suisse ou un couteau suisse, c'est quelque chose qui est tout à fait présent. De l'eau, ça fait partie des choses même que l'on voit à l'écran. On va revenir là-dessus, ne vous en faites pas. De l'argent, oui. De l'argent même comptant, j'aurais tendance à dire, merci pour le commentaire. C'est important, ces outils-là. Moi, de mon côté, l'objet auquel je pense à chaque fois, c'est un objet qui est toujours avec moi et que je vais vous montrer à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc c'est un couteau ou un outil multifonction, donc un peu dans la même famille que les couteaux suisses, mais d'une autre origine. C'est plus américain, mais c'est un outil que moi j'ai toujours avec moi et c'est quelque chose dans lequel vous pouvez peut-être penser de votre côté des choses qui seraient primordiales pour vous. Donc, un objet, c'est une façon de démarrer les choses. En ce qui concerne donc ce sur quoi on va passer du temps ensemble, c'est sûr que nous, on veut que vous soyez le mieux préparé possible dans le cadre d'une session qui est assez courte. Donc, on va parler des façons de se préparer, puis principalement les quatre étapes clés de la préparation aux urgences, qui sont dans le fond les mêmes étapes, peu importe le style d'urgence à laquelle vous pourriez être exposé. Dans tous les cas, c'est toujours les mêmes quatre étapes, donc c'est important d'en parler là-dessus. Toujours préparation de la préparation, un peu plus d'informations sur ce que nous, on fait. C'est sûr que la Croix-Rouge canadienne est très présente. Vous nous connaissez, c'est pour ça que vous êtes inscrit. On a beaucoup d'interventions au Canada. Puis en moyenne, la Croix-Rouge a beaucoup d'interventions et à tous les jours, si on fait une moyenne. Donc, on parle à toutes les heures, on répond à une situation d'urgence, à toutes les 3 heures, pardon. Et ces situations-là peuvent prendre différentes formes. Donc, quand on parle à toutes les 3 heures, c'est sûr qu'il y a beaucoup de plus petites situations dont on ne parle pas dans les médias
médias, mais qui sont super importantes pour ceux et celles qui le vivent. Par exemple, des urgences plus individuelles, quelqu'un qui perd sa maison, un feu. Ça arrive malheureusement beaucoup au Canada et on est présent, nous, avec des équipes sur le terrain, des équipes locales. Mais il y a aussi des urgences plus grandes ou des situations à plus grande échelle où est-ce que là, à ce moment-là, on touche à des plus grandes populations en un coup. C'est sûr que nous, on parle de 78 personnes par jour. Les Canadiens et Canadiennes en moyenne, ça fait plus de 260 000 par année, par exemple, l'an dernier. Et dans certains cas, ce sont de très, très grandes urgences, comme je dis, celles que vous voyez dans les médias. Mais on agit 2000, 2500 fois par année. Des fois dans des très grosses, des fois dans des plus petites, comme on le mentionnait il y a un instant. Donc, c'est important de voir que nous, on travaille là-dessus. Puis encore une fois, merci beaucoup à ceux et celles qui nous appuient. Vous nous appuyez en étant là. Certains d'entre vous sont peut-être même des donateurs. C'est toujours très apprécié. En ce qui concerne la description des urgences, la raison pour laquelle on doit se préparer, ben, c'est important de considérer, puis vous voyez des images qui se passent, dans ce cas-là, la glace, il peut y avoir des inondations, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais c'est important de considérer qu'une urgence, c'est quelque chose qui arrive et qui a des conséquences. Et pourquoi on pense et pourquoi on vous propose de vous préparer, c'est parce qu'effectivement, il y a des conséquences qui sont lourdes. Pensez par exemple à une situation d'urgence et il pourrait y avoir des services qui sont débordés. Donc, des services de la ville, des services municipaux, la police, les pompiers, les ambulances. Donc, quand il y a une urgence, il y a quelque chose qui se passe et à cause de cette chose-là qui se passe, il y a plusieurs des services à lesquels on s'attend qui pourraient ne pas être donnés de la même façon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on trouve que c'est important de se préparer. Les services sont débordés, bien sûr. On a des besoins qui sont particuliers. On a à soit rester sur place, se déplacer, on va en parler dans un instant, mais c'est pour ça qu'on trouve que c'est important de se préparer en général, donc pour du côté de la Croix-Rouge. En ce qui concerne les quatre étapes sur lesquelles on va passer la majorité de notre temps encore devant nous, la première étape, c'est de bien comprendre quels sont les risques qui s'appliquent à votre situation. Donc, de connaître les risques, c'est important dans un premier temps, donc de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Dans un deuxième temps, on va parler d'élaborer un plan. On va aussi vous donner des renseignements, des documents. Il y a beaucoup de ces informations-là qui sont aussi disponibles sur notre site très bien monté. Donc, élaborer un plan, faire un plan en situation d'urgence. Une fois qu'on sait c'est quoi les urgences, c'est quoi le plan et qu'est-ce qu'on a dans le plan, on va le décrire rapidement. Dans un troisième temps, on va parler d'assembler une trousse ou même plusieurs trousses. On va en parler de quelques modèles de trousses. C'est donc de mettre dans un endroit des choses qui vont nous permettre de passer à travers les premiers moments d'une situation d'urgence. On va revenir sur cette trousse-là ou ces trousses-là dans un instant, mais imaginez que vous devez rester pendant 3 jours et que personne ne peut s'occuper de vous. Ben, la trousse sert à ça. Ça fait partie des choses qui sont présentes. Et effectivement, merci pour le lien. On a beaucoup, beaucoup d'informations sur le site Internet, donc dans la conversation. Et la quatrième étape, qui est une étape assez récente, si jamais vous avez déjà entendu des présentations de la Croix-Rouge, c'en est une qu'on a rajoutée il y a quelques années ou dans la dernière année, c'est de bâtir un réseau. Ça a toujours été présent, mais on en fait une étape séparée. Donc, de parler avec les gens qui sont autour de nous et se préparer en groupe ou se préparer avec des gens qui peuvent vivre la même situation que nous alentour de nous. Donc, on parle d'un réseau et on va parler de cette quatrième étape. Donc, en général, c'est important de savoir d'abord c'est quoi les situations potentielles qui peuvent se passer. Donc, de connaître les risques. Vous voyez un risque présentement à l'écran. C'est un risque qui est très présent, particulièrement au printemps, mais pas seulement au printemps. Les inondations, par exemple. Il y a des endroits où on doit connaître les risques et ça fait partie de la réalité. Si vous connaissez la région de l'Outaouais, où est-ce que moi j'habite, ben, c'en est un à lequel on pense, les inondations. Quand on habite proche d'une rivière, ça fait partie de cette réalité-là. Et c'est justement quelque chose qu'on peut faire. Donc, on pourrait se poser la question, ou vous poser la question, ce serait quoi, selon vous, les choses qui pourraient se passer le plus dans votre région? Et on a des gens qui sont de plusieurs régions. Donc, les risques peuvent changer. On va en parler dans un instant par région. Mais dans la conversation, dans le chat, vous pouvez peut-être me marquer donc des choses qui pourraient être des aléas, des choses qui pourraient se passer plus souvent ou plus susceptibles de se passer dans votre région.
C'est sûr que, Ginette, oui, effectivement, les inondations, ça fait partie d'un des risques qui arrive le plus souvent. Il y a beaucoup de rivières, beaucoup de cours d'eau au Canada. Donc oui, c'en est un effectivement dont on va parler à l'instant. Même chose pour les tornades. Encore une fois, merci encore. Les tornades, même ça pourrait toucher un peu partout. C'est quelque chose de particulier avec les changements climatiques. Donc c'est encore quelque chose qui se passe. Donc définitivement, c'en est un risque qui arrive. Euh, Dépendant des régions où est-ce que vous êtes, effectivement, ça peut être quelque chose qui touche, si vous êtes sur le bord de la mer, ça a rapport avec le fait d'être proche de la mer, ou si vous êtes dans une montagne ou dans un endroit qui est escarpé, peut-être les glissements de terrain. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Les tremblements de terre, on va en parler dans un instant. Donc, ce sont toutes des choses qui se passent. Ce qui est important en général dans ce que l'on fait ensemble, c'est qu'on doit se préparer pour les risques qui peuvent vraiment se passer dans notre coin. Donc, regardons qu'est-ce qui peut se passer en général et de connaître ces aléas-là dans pardon, les régions dans lesquelles on est situé. C'est sûr que certain que les incendies résidentiels sont les choses qui sont les plus dispersées partout au Canada. Les feux peuvent arriver partout. Désolé, les maisons, ça peut arriver. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui arrivent et c'est probablement celui qui arrive le plus souvent au Canada. Si on regarde tout ce qui a rapport avec les tremblements de terre, il y a deux régions dans lesquelles ça se passe un peu plus. Il y en a dans l'Ouest canadien. Il y en a au Québec aussi. Étrangement, alentour donc de la vallée du Saint-Laurent. Donc, ce sont deux coins où ça peut se passer. Ça peut se passer un peu partout aussi. Une des choses qu'on a mentionnées, euh, par exemple les ouragans, c'est sûr que les ouragans ont tendance à se passer proche de la mer, parce que par définition, ça va du côté de la mer. Mais si vous avez déjà vécu les conséquences, les suites des ouragans, l'ouragan est peut-être passé dans les provinces atlantiques, c'est là que ça frappe d'habitude, mais les conséquences peuvent s'étendre sur la vallée du Saint-Laurent ou sur d'autres régions parce que dans le fond, c'est la suite logique de cet ouragan-là, par exemple des pluies très fortes. Donc, ça arrive effectivement au Canada. On a mentionné les inondations. Ginette, on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, c'en est une qui arrive le plus très, très, très souvent. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, parce qu'il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de constructions proches des rivières. Et quand on regarde du côté, par exemple, des assureurs, les chiffres en moyenne, comment ça peut coûter, ben, les conséquences des inondations dans une maison, c'est plus de 40 000 par ménage au moins. Donc, on parle de grosses conséquences pour les assureurs, pour les assurés, mais en général pour la population. Les tsunamis arrivent dans l'eau, dans la mer. Et l'Ouest canadien pense à ça, parce qu'il peut y avoir des choses qui se passent de ce côté-là. Ça pourrait arriver ailleurs, mais c'est quelque chose qui est là-dessus. Les tornades, un autre point qu'on a mentionné il y a un instant, arrivent beaucoup, plus même qu'avant, et peuvent arriver partout. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de... C'est des conditions météorologiques particulières. C'est sûr que les feux de forêt et les chaleurs accablantes sont deux choses sur lesquelles on a particulièrement travaillé cet été, dans le sens qu'il y a eu, et malheureusement, il y en a à chaque été ou même à l'automne pour les feux de forêt. Donc, ça fait partie de la dynamique canadienne. On a des villes qui sont proches des forêts, donc quand il y a un feu, ben, les villes sont touchées, et donc il y a beaucoup de conséquences là-dessus. Vous avez vu dans les médias ce qui s'est passé dans les derniers mois, et malheureusement, tout le long. Donc, ça fait partie des choses à laquelle on doit passer. La chaleur accablante, pensons ville. Euh, les gens qui sont plus touchés par rapport à tout ça. Donc, si vous êtes en ville, il fait plus chaud qu'à la campagne. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Nous avons toutes et tous vécu une pandémie. Donc, les pandémies sont quelque chose, sont des choses qui peuvent se passer. On se souvient de la dernière parce qu'on est encore dans la suite logique de tout ça. Donc, c'est quelque chose à laquelle on ne pensait pas, hein. N'oubliez pas, il y a 10 ans, on vous avait parlé de pandémie. Vous avez dit oui, c'est quelque chose qui arrive, mais là, on le sait que ça arrive. Donc, ça, c'en est une à laquelle on doit penser aussi. On parle d'orage, ça se passe tout le temps. Glissement de terrain, dépendant d'où est-ce que vous habitez. Éruption volcanique, c'en est un qui peut être étonnant un peu. Mais il ne faut pas oublier qu'au Canada, il y a pas de volcans actifs, mais il y a des volcans qui sont dormants, particulièrement dans l'Ouest. Donc, on parle de la Colombie-Britannique, on parle aussi du Yukon. Donc, à cause de l'endroit où est-ce que c'est, il y a toujours ce risque-là. Il y a des endroits où est-ce que, bien sûr, c'est encore beaucoup plus présent partout dans le monde. Et quand on parle des tempêtes hivernales, des tempêtes de glace, de neige, clairement, l'hiver vient avec ce phénomène.
Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce que vous voyez à l'écran qui peut se passer plus dans votre coin. Et la préparation n'est pas différente dépendant du genre d'urgence qui se passe. C'est toujours le même principe, simplement que les choses ont des conséquences différentes. Par exemple, l'inondation, on va peut-être couper votre pont pour vous diriger quelque part, tandis que l'ouragan peut briser votre endroit de travail. Donc, il y a des conséquences qui peuvent être différentes, mais votre préparation devrait être similaire dans tous les cas. C'est pour ça qu'on fait ce genre de présentation-là. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est votre vulnérabilité associée à votre situation personnelle, le type d'aléa ou d'urgence qui pourrait se passer et le fait d'être exposé ou les conséquences de cette exposition-là. Au centre de tout ça, donc, se situe un risque. Et là, c'est à vous de voir s'il y a des choses particulières qui pourraient s'appliquer à votre situation, qui pourraient peut-être augmenter votre vulnérabilité par rapport à ces aléas-là à laquelle vous seriez exposé. Donc, les aléas existent. L'exposition, ben, c'est peut-être pas votre quartier directement, c'est l'autre quartier, mais il peut avoir des conséquences. Mais la vulnérabilité, c'est peut-être plus particulier. Par exemple, est-ce que vous habitez seul ou est-ce que vous avez des enfants qui pourraient changer votre vulnérabilité ou quelque chose qui pourrait avoir rapport avec votre mobilité. Donc, il y a des choses là-dessus à l'arrière de la vulnérabilité à laquelle vous devez penser individuellement, ce qui est important pour vous préparer individuellement mais qui change. Donc, quelqu'un pourrait avoir d'autres vulnérabilités à cause de sa situation particulière. Encore une fois, je reviens, la préparation est la même, les principes sont les mêmes. Votre préparation va être différente parce que votre vie, votre situation, elle est différente. Donc, ça fait partie de tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps dans la conversation, toujours là pour ça. Donc, comment on peut savoir ou comment est-ce qu'on peut connaître les risques qui existent? Donc, où est-ce qu'on peut trouver l'information à propos d'une urgence? Et là, on parle d'avant et même pendant l'urgence. Ben, vous voyez donc certains logos, vous reconnaissez certains de ces outils-là. C'est sûr que les réseaux sociaux ont un rôle. Et là, on parle surtout des réseaux sociaux qui sont gérés par votre municipalité ou votre localité. On ne parle pas de votre cousin, votre cousine. Peut-être votre cousine est très bien informée, mais par exemple, la page Facebook de votre ville est plus importante et a plus d'informations que votre cousin. En ce qui concerne les agences, il y a plusieurs agences qui sont présentes ici. Donc, c'est sûr que l'Agence de santé publique du Canada va être présente dans le cas de pandémie. Vous vous souvenez du rôle que ça joue. Et le gouvernement en général s'occupe de préparation avec un excellent site, préparez-vous.gc.ca. Il y a à droite tout ce qui a rapport avec la météo, ce qui est très important parce que souvent les urgences, les situations d'urgence au Canada sont d'origine météorologique, pas seulement, mais très souvent. Donc, Météo Canada fait partie de ça. Aussi, Météo Média. Et là, je vous recommanderais, moi, je le fais, de télécharger les applications qui ont rapport avec la météo, parce que quand vous vous déplacez, votre téléphone sait où est-ce que vous êtes, et à ce moment-là, l'avertissement météorologique va vous suivre. Par exemple, oh, danger d'inondation parce que vous êtes proche d'une rivière et ce n'est pas là que vous habitez, ben, c'est quelque chose qui est important. Et vous avez en bas à gauche un nouvel outil, ou en fait quelque chose qui est peut-être nouveau pour certains d'entre nous, qui est le 211. Et le 211 est un numéro d'information qui est nouveau, donc on a plus d'informations sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme service qui est offert, et ça se rajoute donc à ces outils-là. Et bien sûr, votre municipalité, l'endroit où est-ce que vous habitez est au centre de tout ça. Dépendant des provinces dans lesquelles vous êtes, la structure peut être différente. Si vous êtes sur un territoire, si vous avez un conseil de bande, mais en général, vous avez des gens qui sont au centre de tout ça et qui vous donnent de l'information. Donc, pensez à l'endroit où est-ce que vous habitez. Si on poursuit avec la deuxième étape, là, ce qu'on mentionne, c'est le plan. Donc, c'est sûr que le plan, élaborer un plan, c'est basé sur votre propre capacité, pour augmenter votre propre capacité de résilience, pour faire en sorte que vous soyez donc prêt à différentes situations. Ça n'a pas besoin d'être compliqué de faire un plan. Oui, on a un modèle, oui, il y a beaucoup d'informations, mais l'objectif du plan, c'est de se poser des questions sur votre propre situation, puis de bâtir un plan et de mettre de l'information qui pourrait être utile à ce moment-là dans votre plan individuel. Donc, si on regarde le contenu de ce plan-là,
donc un aperçu du plan d'urgence et d'une liste, par exemple une liste de coordonnées. C'est sûr qu'on essaie de mettre de l'information qui va vous être utile, surtout dans une situation dans laquelle il peut y avoir du stress et cette information-là, vous l'avez quelque part, mais vous ne l'avez pas mis à un endroit commun. Donc, pensez aux documents et aux renseignements importants, à toutes les choses qui vous concernent vous. Donc, des points de rassemblement, qui est aussi très important. Un deuxième point, donc où est-ce qu'on se donne rendez-vous s'il se passe quelque chose? Ce point de rassemblement-là, vous le partagez avec votre famille ou les gens avec qui vous vivez ou les gens dans votre entourage. C'est important de penser à ça. Donc, où un endroit où on a tous les renseignements, les documents, on a une liste de coordonnées qui s'en vient, puis ça fait partie des choses qui sont importantes. Les endroits où rester sont importants à penser. Donc, OK, si je ne peux pas être à la maison, où est-ce que je peux dormir? Par exemple, des fois, la famille va vous aider. Vous quittez une situation X, vous allez dans un autre endroit. La Croix-Rouge, quand on est dans une situation, bien sûr, on peut monter des endroits pour accueillir les gens, des centres d'hébergement d'urgence. Mais si vous savez déjà, OK, s'il se passe quelque chose, je vais chez ma sœur, ben, vous avez déjà votre plan. Donc, vous déplacer encore une fois en prenant pour acquis que c'est possible. Si on parle, la quatrième étape d'un plan d'évacuation, c'est donc un plan physique dessiné ou donc de l'endroit où est-ce que vous êtes. Par exemple, votre maison. OK, si je suis ici, il y a une fenêtre ici, vous ne voyez pas, mais elle est ouverte là, ou une porte qui est là. OK, si je ne peux pas sortir par la porte principale, est-ce que je peux sortir par la porte secondaire ou encore par une fenêtre? Et là, tout d'un coup, vous faites un plan d'évacuation basé sur l'endroit où est-ce que vous êtes. Et comme je mentionnais tout à l'heure, la liste des coordonnées, c'est très important. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon cerveau n'est pas très bon pour se souvenir des numéros de téléphone parce que j'ai un outil, mon téléphone, qui garde tout ça en mémoire. De le mettre sur papier, ça aide beaucoup au cas où justement vous n'avez pas accès à votre téléphone. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes dans un plan d'urgence. Si on poursuit avec le plan d'urgence, il doit être particulier, planifié, personnalisé, votre plan d'urgence, et adapté à vos propres besoins ou aux besoins uniques de votre ménage, de votre groupe, de votre couple. Et de tenir donc compte de ces besoins particuliers. Donc, quelques exemples. Si vous avez des enfants, c'est sûr que les enfants peuvent ne pas être avec vous tout le temps quand la situation d'urgence arrive. Donc, il y a d'autres gens à mettre dans le loop, par exemple les écoles ou les garderies. Donc, ça fait partie de la dynamique avec les enfants de penser à où est-ce qu'ils vont être, ces enfants-là, si ça se passe durant la journée, par exemple, s'ils sont assez grands pour être à la garderie ou à l'école. Euh, donc, qui a les renseignements, l'information, le nom des profs. Donc, il y a quelque chose de particulier. Si vous avez des enfants, vous le savez parce que c'est votre quotidien, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi le mettre quelque part pour penser, ah, c'est vrai, il faudrait que telle personne sache. Ou encore, si vous êtes votre conjoint ou si vous êtes séparé, votre ex-conjoint, OK, comment est-ce qu'on fonctionne, qui a l'information. Donc, c'est important dans une situation d'adapter par rapport à votre propre vie. On voit les animaux au milieu. Il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui ont des animaux. Ça fait partie des choses qui ont même changé par rapport à la COVID, si vous vous en souvenez. Plus de gens ont d'animaux qu'avant la COVID. Donc, il faut penser à ces enfants poilus ou aux gens qui sont, aux êtres qui sont dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Et en général, les refuges pour humains ont tendance à ne pas accepter les animaux à cause des allergies. Donc, il faut penser à cette propre particularité-là. Il existe des refuges pour animaux. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui peuvent s'occuper de vos animaux dans votre entourage si vous ne pouvez pas les amener avec vous dans votre situation. Donc, c'est quelque chose à penser. Pensez aussi à la nourriture, pensez à tout ce qui est associé. euh, le nom, l'enregistrement, la médaille, quelque chose comme ça. Ou encore, si vos animaux, c'est aussi votre métier, par exemple, vous êtes un fermier, une fermière, vous avez une ferme, ben, c'est votre bétail. Qu'est-ce que vous faites avec les chevaux ou avec les vaches? Ben, ça prend une organisation particulière à votre propre situation dans ce cas-là. Et troisièmement, les personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, encore une fois, même principe, vos propres besoins particuliers. Le genre de besoins particuliers peuvent être associés à la mobilité ou associés à l'âge ou associés à une maladie particulière. Donc, c'est encore une fois à penser à vos propres besoins, puis peut-être aussi d'extensionner ça aux autres personnes autour de vous. C'est peut-être pas vous qui avez des problèmes de mobilité, c'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être votre mère, votre père. Donc, il y a quelque chose à penser sur les personnes qui ont des besoins particuliers et d'incorporer ça dans votre plan, surtout si c'est votre situation à vous ou proche de vous, comme on le mentionne. Donc, première étape, on sait c'est quoi les situations qui peuvent arriver. Deuxième étape, on bâtit un plan d'urgence par rapport à tout ça. Puis encore une fois, on va vous donner des liens pour
plein d'outils pour vous aider à bâtir ces plans-là. Et une fois qu'on arrive là, dans la troisième étape, on peut assembler une trousse d'urgence. Donc, quand on parle d'assembler une trousse d'urgence, on a beaucoup, beaucoup de formes qu'on peut prendre. Donc, on va parler de plusieurs trousses d'urgence. Donc, qu'on soit au domicile ou au travail, ou encore si on est à l'école, ou encore en voiture. Donc, il y a plein de situations particulières pour le principe de la trousse, mais c'est toujours la même logique qui est à l'arrière de tout ça. C'est la forme qui peut être un peu différente. Donc, quand on parle d'une trousse d'urgence, ce qu'on veut, dans le fond, c'est de faire en sorte qu'elle soit adaptée, encore une fois, à vos risques et à vos besoins. Et les formes qui existent sont un peu différentes. On va en mentionner quelques-unes, vous envoyer d'autres à l'écran, mais vous pouvez comprendre la logique. Donc, quand on parle d'une première qui est une trousse d'évacuation, c'est une trousse dans laquelle, plus petite que vous avez avec vous, et vous quittez un endroit rapidement. Pour évacuer, d'où le nom. Il y en a plusieurs formes, on va parler de ça dans un instant. La deuxième forme traditionnelle de trousse, c'est ce qu'on appelle la trousse de confinement. C'est quand vous êtes obligé de rester sur place et vous devez rester et de vous occuper de vous-même pendant 3 jours, par exemple, qu'on recommande en général. Mais il y a aussi des trousses pour les voitures. Donc, quand vous êtes sur la route, qui est adaptée à la saison, par exemple. Pensez à l'hiver au Canada. Ou encore une trousse en milieu de travail qui va vous permettre de soit rester si vous ne pouvez pas bouger au travail pendant un bon bout de temps. Par exemple, si vous ne pouvez pas sortir de l'endroit où est-ce que vous êtes ou vous ne pouvez pas vous rendre à la maison. Le fait d'avoir quelque chose alentour du travail, même si on travaille beaucoup à distance, on en est un exemple aujourd'hui, ça fait partie de la dynamique à penser. Ce que vous voyez à l'écran est quelque chose qui peut s'appliquer dans plusieurs situations. Vous devez reconnaître un excellent sac qui est offert et disponible sur le site de la Croix-Rouge, qui n'est pas obligé d'être comme ça. Mais vous avez donc de l'eau, vous avez des choses, donc des objets que vous pouvez reconnaître et qui sont importants à mettre dans une trousse. Et on va revenir là-dessus tout de suite. Donc, si on parle d'une trousse qui va nous permettre de se déplacer et d'évacuer un endroit, on parle donc d'une trousse qui va nous permettre où est-ce que vous êtes, de quitter et d'être autonome. Donc, ce qu'on aurait dans un sac, par exemple, celui qu'on voit à l'écran, c'est sûr qu'on va parler d'eau. On l'a mentionné plus tôt dans la conversation, c'est très important. Les choses qu'on peut rajouter, c'est peut-être des choses à grignoter. On voit une barre tendre ou quelque chose de similaire. Donc, quelque chose qui se garde et qui va nous permettre de passer à travers. La trousse d'évacuation, c'est pas genre 12 repas, là. On parle de quelque chose pour dépanner pendant peut-être une journée. Donc, c'est quelque chose qui est un peu différent, mais c'est toujours le même principe. Des papiers, donc, des choses qui peuvent être importantes, de l'information, une liste. Par exemple, on a un jeune, peut-être qu'il y aura l'information à propos de ses parents, donc de l'information particulière dans ce cas-là. On voit en bas à gauche des médicaments, donc des choses qui ont rapport avec votre propre santé. Si vous avez besoin de prendre vos médicaments à heure régulière, ben, ça vous prendrait, et que vous ne pouvez pas retourner à la maison tout de suite, ça vous prendrait quelque chose pour passer à travers et ne pas avoir de conséquences négatives du fait de ne pas avoir pris vos médicaments. Euh, Trousse d'urgence ou pour réparer, pour soigner. Toujours important d'avoir une trousse de premiers soins. Il y a différents formats là-dessus, donc ça fait partie de la dynamique. Si on regarde, oui, on a une question ce qui concerne, oui, des situations par rapport à la portabilité. Oui, les gens qui n'ont pas de voiture, un animal de compagnie, chat en ville. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut transporter à pied? Oui, excellente question. Donc, c'est sûr que la portabilité des kits, c'est adapté par rapport à ce qu'effectivement vous pouvez porter. Dans le passé, nous, on a déjà travaillé, par exemple, avec des personnes, avec des aînés, je vous l'ai mentionné en introduction. Donc, c'est sûr que le poids qu'un aîné peut porter est réduit. Donc, peut-être que la possibilité de faire ça, c'est plus petit. Un sac à dos, en général, est plus utile parce qu'on a les mains qui sont libres. Si vous mettez ça dans un endroit physique, le sac va vous permettre de vous déplacer avec ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. L'animal de compagnie, le chat, très souvent arrive avec sa propre cage. Donc, c'est quelque chose que vous avez dans la main. Donc, c'est important de penser, OK, si je dois quitter à toute vitesse mon appartement, ma maison, et que je dois ramasser ce qui est important, mon sac, s'il est déjà tout prêt, mon chat qui vient avec moi, ben, il faut que vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Et là, à ce moment-là, plus petit, main libre, va vous aider beaucoup. Fait que c'est une partie de la réponse. J'espère que ça vous aide, mais on a beaucoup d'autres informations sur le site, comme je vous mentionnais.
Dans les autres choses qu'on a d'ailleurs mentionnées dans la conversation, plutôt, oui, de l'argent, c'est important. De l'argent cash, de l'argent comptant. Et c'est plus facile, surtout si les guichets automatiques ou l'informatique ne fonctionnent pas. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, pensez à de l'argent comptant. Téléphone et chargeur de téléphone. On a toujours notre téléphone, probablement, surtout notre jeune à l'écran. Mais tout le monde, on est comme ça. Peut-être qu'on n'a pas pensé à recharger notre téléphone parce que notre fil est ailleurs. Donc, un fil pour recharger et aussi une petite batterie qui permet de recharger les appareils, très utile et de moins en moins coûteux. Aussi, en général, pour couvrir, protéger votre visage, lunettes, masque, on a donc un masque qui est présent. Fait que c'est en général ce qu'on a dans une trousse d'évacuation. Si on poursuit avec une trousse qui, dans ce cas-là, n'est pas là pour sortir, mais pour rester sur place. Donc, on parle d'une trousse de confinement. Nous sommes confinés à la maison pendant une période de temps. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas de sac à dos. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des choses qu'on ramasse. Une boîte de plastique, c'est vraiment pas une mauvaise idée d'avoir un endroit commun où est-ce que vous avez ça. Mais ce sont des choses qui ne bougent pas avec vous parce que vous restez sur place. Pardon. Donc, à ce moment-là, on parle de nourriture sur plus longue durée, de l'eau pour une plus longue durée. Dans notre cas, la trousse de confinement, pensez à 3 jours, qui est toujours ce qu'on mentionne de notre côté. Donc, il y a des choses qui sont très importantes. Vous envoyez à l'écran, donc de la nourriture, des choses comme ça. Je vais faire le tour, puis si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'eau, de 2 même à 3 litres d'eau par personne par jour. L'eau qui sert à boire, bien sûr, donc à s'hydrater, mais aussi il y a une logique de nettoyer les choses, peut-être faire la cuisine. Donc, un peu plus d'eau quand on laisse sur place que simplement se déplacer et boire de l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on a qui est très important. De la nourriture en conserve ou quelque chose qui se garde, quelque chose qui est sec ou quelque chose qui est en conserve. Comme ça, si vous ne nous en servez pas pendant 6 mois, ce sera encore bon. Euh, à faire attention, il faut quand même renouveler des fois votre stock, parce que même les boîtes de conserve, de soupe ou de thon, ont une date d'expiration quand même. Des outils. Moi, j'ai toujours mon outil multiple. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Un petit kit d'outils, des fois pour réparer. Euh, Quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours, un ouvre-boîte mécanique et non pas électrique, parce que peut-être que vous ne serez pas capable d'ouvrir votre boîte parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, à mettre dans votre kit, c'est quelque chose d'important. Papier hygiénique, très important. Si vous ne pouvez pas aller à la pharmacie pour renouveler votre stock, c'est très difficile de vivre sans ça. Donc, pensez-y et accumulez. D'autres choses sont utiles, le célèbre duct tape ou le colle ou d'autres choses qui vous permettre de coller, très, très utile dans plein de situations. Une radio, aussi très important quand on reste sur place. On est peut-être moins radio dans votre génération, peut-être. Dans la mienne, je l'étais. Peut-être qu'on pense moins à ça. La radio, quand on n'a pas Internet ou quand on n'a pas la télévision, devient très, très utile parce qu'il y a de l'information qui est distribuée de cette façon-là. Donc, ça fait partie de notre dynamique. Si on parle aussi de panne d'électricité, très souvent, on a des conséquences qui sont associées. Donc, il y a un problème d'inondation, mais ça coupe le courant parce que les fils sont tombés. Donc, on n'a pas de lumière. La lampe de poche est très utile. Petite note en ce qui concerne la lumière, à faire attention à tout ce qui a rapport avec les chandelles. Je sais que plusieurs d'entre vous ont des chandelles à la maison parce que c'est romantique ou parce que c'est utile, mais tout ce qui a rapport avec le feu, il y a toujours une logique de danger. Donc, c'est très, très important de ne jamais laisser des chandelles sur le long terme sans surveillance. Parce que oui, c'est utile, c'est pratique, mais c'est aussi dangereux. Donc, à penser pour vous, lampe de poche et batterie, c'est sûr que ça peut vous aider beaucoup aussi. Si on poursuit dans notre trousse, donc c'est important d'avoir une liste de vérification. Donc, la liste de vérification de la Croix-Rouge est quelque chose qui est disponible en ligne avec de l'information. Vous avez pris en compte vos besoins individuels, vos besoins dans votre propre situation. Vous avez tenu compte des risques qui peuvent arriver. Vous avez assemblé votre trousse. Donc, on a des conseils sur comment assembler la trousse. Vous voyez par exemple quelqu'un qui a une trousse de confinement. Je parlais de la boîte de plastique, c'est très utile. On parle d'une boîte de plastique transparente, ce qui est aussi utile de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans toutes mes boîtes de plastique non transparentes, il faut que je les ouvre à chaque fois. Donc, celles sont transparentes, ça vous aide beaucoup. Et la logique de l'entretien, du suivi, peut-être du roulement de votre stock, une des choses que je pourrais vous recommander, c'est si vous avez du thon dans votre boîte euh, de confinement, ben, prenez votre vieux thon, mettez du nouveau thon et passez-le, mangez-le vous-même, là, pas besoin de le jeter si vous êtes proche des dates. Donc, un certain roulement dans ce qui pourrait être périssable, ça fait partie des choses à laquelle vous pouvez penser. Donc, beaucoup de trousses, beaucoup d'informations, beaucoup de liens, mais la logique est toujours la même.
imaginez que les gens ne peuvent pas s'occuper de vous et que vous devez vous occuper de vous-même. Pensez 3 jours, 72 heures. Pensez boire, manger et vous protéger des éléments. Pensez chaleur, donc gardez votre chaleur des vêtements, ce genre de choses-là, ou vous protéger de l'eau. Donc, si vous pouvez boire et manger et que vous êtes protégé des éléments pendant 3 jours, euh, on a couvert la base. Et c'est ce que nous, on vous recommande à la Croix-Rouge canadienne et toutes les organisations le font partout. Si on poursuit notre réflexion sur notre prochain sujet qui est de bâtir son réseau, ce qui est important pour nous dans cette logique-là de bâtir son réseau, c'est que c'est quelque chose qui, il y a quelques années, était plus naturel, qu'il est peut-être un peu moins. Pour certains d'entre nous, on est peut-être moins social, peut-être que notre réseau est moins développé, peut-être que vous êtes arrivé récemment au pays. Donc, il y a quelque chose avec bâtir son réseau qui est très important et qui fait en sorte que s'il y arrive quelque chose dans votre coin, ben, vous avez des gens à qui dont vous pouvez vous entraider. Dans le fond, c'est la logique à l'arrière d'un réseau. Et ce qu'on vous recommande à ce moment-là pour bâtir votre réseau, c'est de faire connaissance avec les gens qui sont alentour de vous. Euh, et quand on parle de ça, donc pour bâtir son réseau social, c'est donc de voir les gens qui sont dans votre voisinage. Et la raison pour laquelle on parle de voisinage, c'est que très souvent, les situations d'urgence affectent une région particulière. Donc, peut-être que vous avez un très bon réseau de collègues sur LinkedIn, Facebook, des amis, de la famille, mais qui n'est pas proche de vous. Et c'est là que le fait de connaître votre voisinage proche peut vous aider parce qu'il ne peuvent pas prendre l'avion puis venir vous sortir de la situation à courte échelle, là. Donc quelque chose de rapidement. Donc, faire connaissance avec votre voisinage, de vous présenter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utile parce que vous tissez vos liens. Une façon de faire ça qui peut être quand même assez facile, c'est de joindre des groupes communautaires en ligne, des groupes communautaires qui sont régionaux, là. Donc, de rejoindre des groupes communautaires en ligne, ça augmente votre réseau, encore une fois, de gens qui sont, par exemple, dans la même ville ou dans la même région. Encore une fois, ça peut vous aider à faire ça. Il y a des événements de quartier qui peuvent vous aider aussi. Donc, en participant à des événements de votre quartier, c'est plaisant. C'est le fun d'aller dans un barbecue au quartier ou de rencontrer des gens et tout ça. Mais en même temps, vous connaissez votre voisine. Ah, je suis sur telle rue. Ah, moi aussi. Et là, tout d'un coup, vous bâtissez alentour de ces événements-là un réseau. Il y a aussi des organisations locales qui peuvent vous aider si vous êtes membre d'une organisation locale, si vous faites du bénévolat, par exemple, localement, ou l'école où est-ce que vos enfants vont, ou encore la bibliothèque, peu importe l'endroit auquel vous pensez. D'être membre d'une organisation locale en faisant du bénévolat, par exemple, c'est encore une fois une façon de tisser des liens avec des gens qui ont des similarités avec vous. Vous êtes dans le même coin. Vous avez peut-être même des intérêts communs, par exemple, si vous travaillez dans la même organisation ou vous faites du bénévolat dans la même organisation, ça devient quelque chose qui peut vous aider à moyen terme. Et ça, c'est important de penser à tout ça parce que ce soit dans une situation où est-ce que vous êtes en réseau ou non, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent vous affecter par rapport à tout ça. Puis c'est important de prendre soin de vous. Votre réseau peut vous aider là-dessus, mais votre principal job, c'est aussi de vous occuper de vous-même. Et on sait à la Croix-Rouge, comme bénévole, comme employé, que les situations d'urgence sont très stressantes. Et je suis sûr et certain que certains d'entre vous ont déjà vécu des situations stressantes et des situations d'urgence stressantes. Donc, il faut qu'on pense à nous de prendre soin des gens qui sont autour de nous et de nous-mêmes, en apprenant entre autres à reconnaître les signes de stress. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? C'est quoi vos propres réflexes que vous avez quand vous êtes dans une situation de stress? Il y a des mesures à ce moment-là à prendre si vous voyez qu'il y a des signes de stress, donc prendre des mesures qui peuvent vous aider à gérer ce stress-là et à faire en sorte que les effets à long terme soient réduits. Donc, on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait zéro stress. On comprend que la situation, elle est stressante, mais on peut diminuer les conséquences et de faire en sorte qu'on porte moins les conséquences sur le long terme si on pense à soi. Puis la première chose, en général, que vous devriez penser, c'est à demander de l'aide. Si vous en avez besoin, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire, de demander de l'aide. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire. Nous, dans différentes situations, nous, la Croix-Rouge, on a des fois des bénévoles spécialisés qui vont vous aider si vous êtes, par exemple, en contact avec des bénévoles, qui vont s'occuper de votre bien-être et tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent vous aider. Et de demander de l'aide, c'est quelque chose qui est très, très positif, mais qui peut être aussi très, très difficile pour certains d'entre nous parce qu'on n'a pas le réflexe de demander de l'aide. Et
les émotions à surveiller peuvent prendre différentes formes. Peut-être dans la conversation, si vous avez des situations, des stress des émotions, on a parlé de stress, mais ça peut prendre différentes formes, donc vous pouvez aussi le mentionner dans la conversation. En général, à partir du moment où vous avez pensé à vous et vous avez couvert votre réseau, vous avez fait le tour des quatre parties qui sont très importantes pour nous, donc d'une liste de vérification, donc soyez prêts. Puis ça nous permet aussi de revenir en arrière. Donc, c'est sûr que de connaître les risques dans votre région est la première partie. Donc, si vous connaissez les risques dans votre région, vous êtes informé, vous savez qu'est-ce qui se passe, vous pensez à ce qui est alentour de vous, à ce moment-là, c'est la première étape de se renseigner, de bien connaître ce qui se passe. Dans un deuxième temps, vous travaillez sur le plan. Le plan d'urgence, je vais mentionner tout à l'heure, c'est pas obligé d'être compliqué et parfait de la première fois, mais vous avez un plan, vous pensez à un plan, vous bâtissez votre plan. Et là, à partir du moment où vous savez qu'est-ce qui se passe et vous avez un plan, les choses risquent d'avoir moins de conséquences à long terme. Dans un troisième temps, vous avez une ou même peut-être des trousses d'urgence. Donc, une trousse, un endroit, un sac, où est-ce que vous mettez des choses dépendant de la situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, si c'est pour évacuer un plus petit sac pour sortir et d'avoir quoi que ce soit pendant une période plus courte, vous devez quitter un endroit, par exemple le bureau ou l'école. Et donc, vous sortez, vous êtes évacué, ou de la maison aussi, si vous devez quitter votre appartement rapidement. Ça fait partie de l'évacuation, dans le fond. Ou encore une autre trousse qu'on a parlé un peu plus en détail, qui est la trousse où est-ce que vous restez sur place. Donc, là, vous devez rester sur place, vous ne bougez pas et vous devez vous occuper de vous-même pendant 3 jours. Donc, à ce moment-là, c'est la trousse qu'on a mentionnée tout à l'heure, où est-ce que vous êtes confiné, vous êtes sur place, vous avez de la nourriture à plus long terme pour rester sur place. Ou encore, si vous êtes à la voiture, il y aura une version voiture dans laquelle il y aura peut-être une pelle, une corde, des câbles pour booster votre véhicule. Donc, il y aura une version qui sera adaptée par rapport à votre situation. Et comme on vient de le mentionner il y a un instant, vous bâtissez votre réseau en cas d'urgence, en bâtissant des activités, en participant à des activités, en connectant avec des gens alentour de vous. Donc, c'est important de regarder ces quatre étapes-là. C'est important pour nous parce que ça vous permet à vous d'être mieux préparé et pour avoir été dans différentes situations, euh, dans des situations d'urgence parce que j'étais moi-même sinistré. Pensez au verglas dans les années 90, ça montre mon âge. Ou encore d'avoir été de l'autre côté, d'avoir aidé des gens qui sont en situation d'urgence. En tous les cas, plus on est préparé, moins les conséquences sont lourdes. Et déjà que c'est très stressant, faisons en sorte qu'on soit le plus autonome possible en connaissant nos risques, en ayant un plan avec un bon kit et un bon réseau. Donc, ça fait un peu le tour des quatre parties principales de ce que je voulais voir avec vous. Je me posais la question si vous avez des questions en général. Il y en a eu tout à l'heure dans la conversation. Et je suis conscient qu'il y a beaucoup d'informations dans une période assez rapide sur l'heure du midi, mais ça fait partie quand même de notre dynamique. N'hésitez pas si vous avez des questions cependant dans la conversation, dans le chat. Laurence le mentionnait tout à l'heure aussi, notre courriel de notre équipe qui travaille sur des situations d'urgence. Donc, ça fait partie de ce que l'on a de disponible. Donc, le RRR à commercial croix-rouge.ca fait partie de ça. Jacques, une question en ce qui concerne les pannes d'électricité en hiver. Oui, pour la cuisson des aliments, pour se nourrir, pour se réchauffer. Un des problèmes, excellente question. Un des problèmes que l'on a potentiellement, Jacques, c'est quand on a quelque chose qui a des conséquences négatives sur le CO2. Par exemple, quand on parle de nourriture et qu'on veut réchauffer, vous avez sûrement déjà entendu parler de situations dans lesquelles les gens vont prendre le barbecue puis le mettre à l'intérieur de la maison, ce qui n'est pas fait pour ça du tout, ce n'est pas une bonne idée en panne d'électricité. Donc, il y a quelque chose avec réchauffer la nourriture qui est difficile parce que tout ce qu'on a d'habitude est électrique. On n'a pas de micro-ondes si on n'a pas d'électricité. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur, réchauffer des aliments avec quelque chose qui crée du CO2, là, par exemple, pensons à du propane, là, j'ai cet exemple-là en tête pour vous. C'est des choses pour lesquelles il faut faire attention. Il y a des fois la possibilité de cuisiner à l'extérieur. Par exemple, le barbecue fonctionne à l'extérieur, puis même s'il fait froid, on peut quand même en servir à l'extérieur. Pour la cuisson des aliments, il y a certains aliments qui ont moins besoin de cuisson, qui sont moins difficiles à faire cuire. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être là-dessus.
des aliments qui sont déjà prêts à manger. C'est bête à dire, mais il existe des conserves dans lesquelles vous avez des salades ou des repas qui se prennent froid. Donc, ça peut être une autre option pour vous. Euh, pour se réchauffer, c'est là que ça devient problématique, encore une fois, si on n'a pas sur le long terme de chauffage électrique. Une des choses que nos ancêtres faisaient, peu importe où est-ce que vous habitez, tous les ancêtres faisaient ça, tous nos ancêtres faisaient ça, c'est de rajouter des couches. Le principe de se réchauffer, plutôt que de chauffer l'environnement, si on se réchauffe nous. Donc, on rajoute une couche. Et il y a plusieurs pays dans lesquels les chauffages ne sont pas super bons, même des pays en Europe, dans lesquels ben, les gens se mettent une autre couche et une autre couche et une autre couche. Dans certains cas aussi, des couvertes. Donc, de mettre des couvertes pour garder tous les gens au chaud. Donc, pour garder la chaleur plutôt que de réchauffer l'air. Je ne sais pas si c'est logique pour vous, Jacques, mais ça fait partie de la dynamique que nous, on a. Donc, c'est sûr que les pannes d'électricité en hiver, les conséquences, vous les connaissez si vous en avez déjà vécu. Très rapidement, il fait froid et très rapidement, on ne peut pas donc faire les choses à lesquelles on s'attend normalement. Donc, si on y pense déjà, OK, j'ai de la nourriture, mais elle n'a pas besoin d'être réchauffée. Ou elle est plus facile à réchauffer. Ou encore, ben, le barbecue est disponible pour aider un petit peu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement là-dessus. Je ne sais pas si ça vous aide, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces discussions-là qui sont importantes pour nous parce que c'est quelque chose qui se passe effectivement. J'aurais tendance aussi à vous dire d'écouter tout simplement ce que votre ville, votre municipalité, ce qu'Hydro-Québec vous donne comme information. Ce sont des gens avec qui nous, on travaille. Hein. La Croix-Rouge, on travaille avec les villes, on travaille avec les autres organisations. Et on a toujours un message qui est similaire. Donc, il n'y a pas de problème là, où est-ce que vous allez chercher l'information. On travaille toutes et tous ensemble. Mais la logique, c'est la même. Il faut se nourrir. Donc, peut-être avoir des choses qui n'ont pas besoin de cuisson. Je ne sais pas si vous voyez présentement, Jacques, à l'écran, en bas du titre à droite, vous avez un truc qui est marqué Datrex. C'est un bloc. C'est une marque de commerce. Là. Je ne vais pas en appuyer une par rapport à une autre, là, mais ce qui arrive avec ça, c'est que ce sont des rations d'urgence. Et ces rations-là, si vous avez déjà voyagé, par exemple, dans plusieurs pays ou encore dans des croisières, ben, c'est le genre de choses qu'on met dans un canot de sauvetage, OK, pour vous donner l'information. Et ces barres-là, ces rations-là, c'est une espèce de biscuit sec. C'est pas bon, pour en avoir déjà mangé pour tester. C'est pas nécessairement savoureux, mais c'est quelque chose qui contient les calories nécessaires pour passer à travers. C'est quelque chose qui se vend en ligne ou encore sur certains sites. D'accord, je crois. Mais ça peut être une solution pour vous aussi, et ça se garde, genre 5 ans. Ces mauvais biscuits-là qui peuvent vous aider aussi. Donc, ça peut être une autre solution à la question que vous aviez. Mais peut-être aussi, comme je revois la boîte de conserve, c'est peut-être mieux de prendre une soupe froide que de ne pas manger. C'est pas idéal une soupe froide, mais ça nous nourrit. Donc, il y a peut-être quelque chose alentour de ça aussi en général. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Laurence, qu'on aurait vues ensemble, qu'on devrait Non, voir? il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. Puis je pense qu'on est pas mal à la fin de notre heure. Donc, merci beaucoup pour la Plaisir. présentation. C'était super intéressant. On se souvient des quatre étapes, pardon, de la préparation. Puis sinon, pour ce qui est de la série de webinaires, donc il y a un autre webinaire à venir. C'est le lundi 23 septembre. C'est un webinaire qui sera présenté en anglais et qui s'appelle Coping When Barriers Exist, donc faire face Hmm. aux obstacles. Si ça vous intéresse, vous pouvez justement euh, scanner le code QR ou aller sur notre site web pour vous enregistrer. Il y a aussi je pense qu'il reste quelques webinaires d'ici la fin septembre, dont un autre, soyez prêts, mais cette fois-ci en anglais. Donc voilà, je vous invite à aller voir notre programmation. Sinon, ça termine la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire au RRR à commercialcroixrouge.ca si vous avez des questions. Voilà, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci à nouveau, Benoît, c'était vraiment instructif. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et merci à vous toutes et tous d'avoir vu ça en direct ou en différé. Hein. C'est quand même important aussi de vous avoir avec nous. Et un mot de la fin, effectivement, plus on est préparé, moins les conséquences des situations d'urgence sont grandes. Donc, mieux on est préparé, mieux on passe à travers. Merci. Au revoir, bonne journée tout le monde. Bye.